pas pu être à Paris aujourd'hui, mais je suis très heureux de participer à cette journée à distance. Et donc, effectivement, comme Jean a précisé, donc moi je travaille au centre de référence cytose pédiatrique être sourd avec Jean, les Solènes. Et donc, on a travaillé justement sur les facteurs de risque de l'atteinte neurodégénérative dans les cystoses anciennes pédiatriques. Donc, les données que je vais te présenter, c'est des données qui ont été publiées euh, assez récemment, ça fait quelques années, mais qui restent encore valables. Et je vous ferai un peu une actualité par rapport justement aux problématiques peut-être un peu plus récentes, en particulier des patients traités au long cours par thérapie ciblée. Donc, les cystoses anciennes, bon, je réintroduis juste les concepts clés, parce qu'en fait, on va parler un petit peu de mutation, on va parler de BRAF, et donc je voulais juste réintroduire ça en termes un peu plus grand public. Donc, il faut savoir que des patients qui ont une cystose ancienne, ils ont un élément dans leurs cellules pathologiques, c'est-à-dire dans les histiocytes, c'est-à-dire leur lobule blanc, qui est déréglé. Et ce qui est déréglé, en fait, c'est la chaîne de transmission entre des récepteurs sur le bord de la cellule et le noyau qui est le poste de commandement poste de commandement. Il faut savoir que quand un bord de cellule, une membrane cellulaire reçoit un récepteur, les, les informations sont transmises par une chaîne de transmission qui s'appelle une voie de signalisation. Et donc, c'est la voie de signalisation des MAP kinases qui est atteinte dans les histiocytoses. Et cette voie de signalisation, elle comporte plusieurs protéines qui s'enchaînent, qui sont RAS, puis après RAF, et ensuite MEC ou MAP2K1. Et quand dans les histiocytoses anciennes, ce qui est le plus souvent muté, c'est BRAF, donc c'est RAF, ou alors MAP2K1 qui est juste après. Et donc, du coup, ce que ça induit à cette cellule, c'est que normalement, alors qu'elle doit rester au calme, sauf s'il y a un signal activateur qui vient la stimuler, une hormone, une cytokine, et ben là, c'est comme si elle était tout le temps stimulée, comme si elle retournait tout le temps. Et donc, ces histiocytes, ces globules blancs, ils travaillent tout le temps. C'est-à-dire, même quand un globule blanc, c'est la flamme et nettoyage des microbes, mais là, ces globules blancs, ces histiocytes, ils travaillent continuellement et ça entraîne des lésions cellulaires, des lésions tissulaires, pardon, des lésions tissulaires qui vont être du coup finalement au niveau de plein d'organes, puisque des globules blancs circulent par définition dans tous les organes. Et donc le spectre mutationnel, ça correspond à la mutation qu'on peut trouver dans les histiocytoses anciennes pédiatriques. Et donc pour 100 patients français pédiatriques qui ont une histiocytose, à peu près chez la moitié d'entre eux, on sait que leur histiocytose est liée à une mutation de BRAF-V600E. Pour à peu près 10%, c'est une autre mutation de BRAF. Et pour 15%, c'est MAP2K1, c'est la protéine qui est juste après. Pour un certain nombre, on ne met pas en évidence une mutation, mais souvent c'est parce que la biopsie est de petite taille. Dans la plupart des cas, quand on a une biopsie de bonne qualité, on arrive à mettre en évidence ce qu'active la cellule de façon anormale. Voilà, donc c'est la première chose que je voulais introduire. Les cystoses anciennes, comme vous le voyez, c'est pour ça qu'on s'y intéresse donc, et qu'on a beaucoup plus de données sur les autres histiocytoses. Mais bon, là, du coup, ça donne un panorama un peu plus large, en particulier pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous voyez qu'en pédiatrie, c'est la très grande majorité des présentations. Chez l'ANEPA, qui est assez prévalente aussi. Et enfin, donc dans l'histiocytose ancienne, effectivement, nous, quand on voit des patients au diagnostic, ou ceux qui sont pris en charge en France en pédiatrie, la plupart du temps, ils ont une atteinte osseuse, une atteinte de la peau. Une des personnes présentes aujourd'hui l'a mentionné. Bon, voilà, il y a pas mal d'atteintes qui peuvent survenir au niveau de plein d'organes. Et effectivement, il y a ces atteintes du système nerveux central que Ahmed a très bien introduit juste avant. Et donc, ce qui nous a posé question et ce qui pose question depuis 20-30 années, c'est est-ce que au diagnostic, tous les enfants avec une histiocytose ancienne, c'est-à-dire il y a à peu près 80 nouveaux enfants par an en France qui ont une histiocytose, est-ce que les 80 sont concernés ou est-ce que c'est une partie de ces patients-là, auquel cas ils pourraient bénéficier d'un suivi et de modalités de surveillance un peu plus spécifiques. Ok, le type donc on va vraiment s'intéresser à la trame neurodégénérative et elle a déjà présenté cela, donc je passe. Et donc, et aussi également, c'était savoir quelle danse cumulée réelle de ce que je fais aujourd'hui, surtout sur les manifestations cliniques de l'atteinte neurodégénérative. Parce qu'il faut savoir que des patients peuvent avoir des anomalies radiologiques, comme on peut voir ici par exemple, au niveau du cervelet, mais avoir aucun symptôme clinique. Et donc, dans l'étude que je vous présente, on ne se base que sur les patients qui ont des symptômes cliniques, qui ont été expliqués par un maître avant. Donc, on est parti de la cohorte nationale, hein, donc Jean, depuis 30 ans, il a mis en place
un registre qui est unique au monde, hein, et qui nous permet d'avoir des données que personne ne peut avoir en termes d'équivalence. Elle te soutient de l'association Histostos France et vraiment une continuité depuis 30 ans qui permet vraiment d'avoir des données solides. Et puis merci aussi aux familles qui nous font confiance, puisque ça inclut donc votre consentement pour que ces données soient enregistrées dans le registre français, avec l'Odin des parcs qui travaille beaucoup dessus et que vous connaissez pour la plupart, avec du coup un consentement que vous donnez pour que ces données soient enregistrées de façon anonyme et qui aide énormément pour pouvoir améliorer finalement la prise en charge des patients. Donc on est parti de tous les patients qui étaient enregistrés depuis, vous avez une bonne trentaine d'années, et on a regardé dans ceux-là lesquels avaient des signes cliniques d'atteinte neurodégénérative. On n'a pas considéré juste une atteinte imagerie seule, encore une fois. Voilà. Et donc on a constaté qu'il y avait 36 patients qui avaient une atteinte neurodégénérative et 1161 qui n'en avaient pas. Et donc on a fait deux types. Donc on a regardé l'incidence cumulée, c'est-à-dire quel pourcentage ça représentait. Et également, on a regardé en fonction de la présentation clinique de leur histiocytose, c'est-à-dire un petit d'atteinte clinique de leur atteinte histiocytose active, et également la mutation, la présence de le type de mutation qu'ils avaient au niveau de leur histiocytose, lesquels avaient des facteurs de risque. On a fait une analyse univariée, c'est-à-dire qu'on a regardé pour chaque facteur, et ensuite on a prouvé tous les facteurs pour voir lesquels avaient plus de points. Ça s'appelle une analyse multivariée. Donc, Ahmed a déjà présenté les choses, mais là, c'est des données chiffrées. Ça répond justement à quelques questions sur. Donc, ADD, ça apparaît après une première manifestation clinique d'histiocytose active. C'est vrai que pour ça que l'atteinte neurodégénérative, c'est pas une atteinte d'histiocytose guérantienne. Truc mais active, hein, ça rentre un peu dans les séquelles, même si la physiopathologie est complexe et peut-être on en parlera un peu plus loin. En tout cas, donc l'ensemble de la cohorte, les patients suivis pendant en moyenne 4,3 ans. Donc 36 avaient une atteinte neurodégénérative. L'âge médian à l'apparition des symptômes cliniques d'atteinte neurodégénérative, c'était 9 ans. Le délai médian entre les premiers symptômes de dyscostose ancienne active, c'est-à-dire l'atteinte cutanée et ou une atteinte osseuse, et l'apparition des signes de neurodégénération, c'était 6,5 ans. Les symptômes cliniques, c'est ce que Ahmed vous a présenté juste avant, hein, en particulier la taxie cérébraleuse, les troubles neuropsychologiques en priorité. Les patients qui ont une atteinte neurogénérative, effectivement, ils étaient beaucoup plus suivis et beaucoup plus longtemps dans le registre parce que, effectivement, c'est vrai que quand on a une histiocytose active qui est guérie au bout de 3-5 ans, en général, le suivi n'est plus forcément systématique. Et donc, en tout cas, voilà, à partir du moment où il y avait une atteinte, effectivement, ils étaient suivis longtemps et il y avait quelques décès. Bon, au décès, c'est des décès plutôt de l'atteinte, des symptômes liés au handicap, ça peut arriver quand même. Donc cette incidence cumulée, elle était, alors vous avez vu que ça concerne pas du tout tous les patients comme l'histiocytose ancienne pédiatrique, ça représente une petite proportion, et vous voyez que même pas mal d'années après, on peut quand même on peut rentrer dans cette catégorie d'atteinte neurodégénérative clinique, avec une incidence cumulée globalement à 5%, on peut dire. Alors, il y avait deux types d'analyses. Ça, c'était l'analyse où on considérait que le patient était plus suivi à partir du moment où il était sorti du suivi, c'est-à-dire qu'il était venu une dernière fois et qu'après on considère qu'on n'a plus de données. Et une deuxième courbe, on considère que si on n'a pas de nouvelles, c'est que le patient va bien. Parce que c'est vrai que le réseau français est fait de telle façon que quand les patients présentent des symptômes, en général, comme on répertorie les données, les centres partenaires vous sollicitent pour nous indiquer est-ce qu'il y a un problème, etc. Donc voilà, c'est deux types de courbes. Et donc probablement que la vérité, elle se situe possiblement entre les deux. Et donc on a estimé, en faisant des années statistiques sur l'intervalle de confiance, que l'incidence cumulée à 15 ans, elle est comprise entre 1,8 et 1,6%. Vous allez me dire, c'est un peu large, etc. Bon, c'est de la statistique, on peut considérer que globalement, on est autour de 5%. Et donc, ensuite, on a fait l'étude des facteurs de risque. Et donc, nous, en médecine science, on considère que quand c'est inférieur à 0,05%, c'est ciblé, quand c'est très inférieur, c'est là où ça a le plus de poids. Et donc, les patients qui étaient à risque, c'est ceux qui avaient une atteinte de plusieurs organes en même temps, c'est-à-dire pas juste une atteinte de la peau ou juste une atteinte d'un os. C'était l'association de plusieurs atteintes chez un même patient. Et puis, ce qui sortait, c'est la présence d'une atteinte hypophysaire qui se manifeste en général par les bêtes insipides. Les patients qui avaient eu des récidives et les patients qui avaient la mutation des RAV600E. Donc, je vais avancer jusqu'après, c'est mieux, un peu mieux.
et terminé. Et au niveau de la teinte osseuse, ce qui plaît, c'était d'avoir une lésion lytique osseuse, que c'est la station principale des cytoses longues anciennes pédiatriques. Pour 80% des patients, c'est l'atteinte ou les atteintes qu'ils ont. Et donc, c'était pas toutes les atteintes osseuses, c'était les atteintes osseuses, soit de la base du crâne, c'est-à-dire, vous voyez, le crâne, ça fait comme un, un ballon entre de la base plate, il y a les mâchoires, etc. Et par contre, une atteinte de l'air, ça sortait pas comme un facteur de risque, mais c'était d'avoir surtout une atteinte de la base du crâne et de l'orbite, et des orbites. Et donc là, c'est la donnée la plus importante et intéressante, c'est-à-dire qu'on associe tous les facteurs ensemble et on regarde lesquels sortent principalement, et c'était vraiment le fait d'avoir une atteinte hypophysaire, ou le fait d'avoir la luteination qui est un facteur de risque important. Avec l'atteinte même osseuse de la base du crâne, donc d'avoir une atteinte du système, d'avoir une atteinte de la peau, finalement l'atteinte de la peau était quasiment, le risque était quasiment gommé. Mais voilà, donc c'est vraiment ces patients-là qui présentent ce risque. Et donc pour schématiser, je pense que c'est plutôt ces courbes-là qui représentent mieux les choses, et j'espère qu'elles vont être claires pour tout le monde. Donc ça, c'est l'incidence de symptômes cliniques d'atteinte neurodégénérative chez les patients au fur et à mesure du temps. Et donc, rien que le fait d'avoir une atteinte de l'hypophyse ou pas d'atteinte de l'hypophyse, vous voyez que le risque, il y a plus de 10 fois plus important si on a atteinte de l'hypophyse. Donc, déjà, si on n'a pas d'atteinte de l'hypophyse, voilà, le risque est assez faible, 0,7%. Et de façon indépendante, le fait d'avoir la mutation BRAF, vous voyez que ceux qui ont la mutation BRAF, ils ont un risque plus important, et ceux qui n'ont pas la mutation BRAF, ils ont un risque très faible, sachant que pour ces patients-là, qui sont ce chiffre de 3%, ça concerne aussi des patients où on ne connaît pas le statut mutationnel. Donc, en tout cas, on n'a pas mis en évidence la mutation, donc on ne sait pas s'il il était muté ou pas. C'est juste qu'on n'a pas mis en évidence. Maintenant, si on considère justement sur le plan clinique les facteurs, les patients qui sont susceptibles, mais sans tenir compte de BRAF sans eux, c'est-à-dire on va reconsidérer le groupe de patients qui ont une atteinte de l'hypophyse ou une atteinte de la base du crâne ou de l'orbite. Et donc on voit que, et ça représente un tiers de l'accord, en fait il y a un tiers d'accord qui va avoir 7,5% de risque d'avoir une atteinte neurodégénérative, versus pour les patients qui n'ont pas d'atteinte de la base du crâne, pas d'atteinte de l'hypophyse et pas d'atteinte des os d'orbite, finalement, vous voyez que dans cette analyse-là, ils n'ont pas de risque, ils risquent zéro, d'avoir une atteinte neurodégénérative, qui est quand même une information. Et ensuite, si on prend les patients juste ceux-là, ceux qui sont dans la courbe verte, et qu'on rajoute la présence ou non de la mutation de BRAF sans eux, on voit qu'en fait, ça va être ces patients qu'on a dit à risque, c'est-à-dire atteinte de l'hypophyse, de la base du crâne ou de l'orbite, plus la mutation de BRAF sans eux, qui vont être à risque, ou à dire élevé. Alors quand on voit 33%, ça peut faire un peu peur, on se dit oula, c'est très important. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est de l'analyse statistique à beaucoup de patients perdus de vue, dont je vous ai dit, on ne sait pas trop ce qu'ils sont venus, donc probablement que la courbe est moins élevée, mais en tout cas, voilà, ça pas se dire, voilà, mon enfant, s'il est dans ce cadre-là, il a 33%, c'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut juste se dire, statistiquement, dans le cas de cette analyse, c'est ça qui ressort. Après, c'est pas une donnée applicable vraiment sur le plan clinique, mais en tout cas, ça nous donne des éléments pour pouvoir déterminer comment on doit surveiller les patients. Et donc, c'est l'idée, ce qu'on fait globalement depuis 5 ans, hein, ou même un peu plus, c'est que pour les patients qu'on considère à risque d'atteinte neurodégénérative, c'est-à-dire les facteurs de risque clinique en fonction de leur histocytose bien ancienne initiale, quand ils ont une atteinte de l'hypophyse, atteinte osseuse de la base du crâne, des IRM, pour une surveillance de vue très espacée, en faisant quand même des évaluations neuropsychologiques. D'abord, ce que je propose à les patients, c'est de leur dire, j'aimerais bien, même s'il est guéri de son histiocytose, j'aimerais bien le voir à la fin de l'école primaire, à la fin du collège, à la fin du lycée, tout ça. Ça permet, voilà, pensez à l'eau à ce moment-là, et puis, ou alors vous aurez des nouvelles, c'est pour, voilà, en tout cas, avoir des données sur le suivi au long cours. Par contre, pour ces patients qui ont ce facteur de risque clinique, plus la mutation BRAF, là, on va être sur une surveillance qui est même plus attentive, plus rapprochée. Et en fonction de s'il y a une présence d'anomalies cliniques, c'est-à-dire si le patient commence à avoir des difficultés scolaires, être maladroit, à tomber facilement, bien sûr on l'évalue, on le fait évaluer par un neurologue si besoin, ou même des signes à l'IRM. À ce moment-là, on propose de rentrer dans le programme Istio-Target, qui est notre étude translationnelle, c'est-à-dire qui étudie les échantillons de patients pour essayer de mettre en évidence de nouveaux biomarqueurs
utilisables à la clinique pour justement les suivre. Et donc ça, Solène en parlera tout à l'heure, en particulier avec le biomarqueur qui est l'étude des chaînes légères de neurofilaments. Donc ça, c'est vraiment le mon cours principal. Je voulais juste faire un petit update sur les analyses réalisées depuis, mais qui globalement confirment ce qu'on a déjà montré relation 2D. Donc ça, c'est en 2023. On a repris si on peut était analysée sur cohorte vert, c'est-à-dire pour la mutation V600E. Et là, c'était une analyse plus propre et qu'on avait publiée auparavant parce que c'est des analyses qui avaient été faites toutes à l'hôpital Ambroise Paré chez Jean-François Émile et le laboratoire référent. Donc, si vous voulez, faut se dire, quand ces analyses moléculaires elles sont faites dans beaucoup de laboratoires en France, ils n'ont pas tout un mapping de sensibilité. Il y a des patients, on peut dire qu'ils sont BRAF vestige, mais peut-être qui sont techniques plus sensibles. Justement, Ambroise et on a des précieux là. Et donc, cette analyse, on va dire, plus forte et plus propre en termes de méthodologie de recherche que précédente. Et on voit que là, en fait, pour avoir une atteinte neurodégénérative clinique, c'est que les patients de la mutation BRAF600E. Et c'est vrai que nous, en pédiatrie en tout cas, on n'a pas de patients qui ont une atteinte neurodégénérative confirmée d'histiocytose en guerre ancienne en la mutation BRAF600E ou adénoputable. C'est vraiment BRAF600E qui est traité. Mais encore une fois, BRAF600 associé à des facteurs de risque clinique dont je vous ai parlé avant, dire avoir une atteinte de la base du crâne ou de l'hypophyse ou de l'orbite. Et ça, c'est les données. Vous savez que grâce à l'équipe du registre, chaque année, on essaie de publier les données actualisées à visée éthique pour voir un peu l'évolution dans la population générale des atteintes. Et aussi, ça permet de valider un petit peu l'air qu'on propose. Et donc, ou que pour les atteintes neurodégénératives cliniques, c'est pas les IRM, mais juste les symptômes cliniques, on est toujours à peu près à 2-3 patients par an, nouvellement diagnostiqués avec ce type d'atteinte. Voilà, ce qui montre qu'il n'y a pas non plus, en tout cas, une explosion ou un changement par rapport à ce que je me suis dit antérieurement en termes d'incidence. Simplement, mais je terminais par cette diapo. C'est sûr que ce qui est un peu nouveau par rapport à ce qu'on a publié en 2018 et nos paramètres, c'est que il y a eu des thérapies ciblées à partir de 2015, où on les a utilisées. Et donc, un certain nombre de patients qui étaient traités aigrement ou qui décédaient potentiellement réfractaires à la chimiothérapie, étaient perdus ou parce que décédés, entre guillemets, et donc on n'avait pas leur évolution. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les patients traités par thérapie ciblée pour ces formes très sévères hématologiques du jeune nourrisson, donc ça correspond à peu près à 5 patients à 10 patients par an en France, eh bien, je ne sais pas si on faisait des IRM de surveillance de suivi, on voyait saluer, entre guillemets, des images d'atteinte neurodégénérative radiologique à leur IRM, comme on peut le voir sur cette courbe. Donc, ce qui nous fait se demander, est-ce qu'en plus du fait d'avoir cette atteinte de l'hypophyse, de la base du crâne, des oreilles d'orbite, plus la mutation BRAF600E, ça prend un nouveau groupe de suivi qui s'impose maintenant, c'est pour les patients, les jeunes enfants, c'est des forts du moins de 2 ans en général, pour ces formes hématologiques sévères réfractaires à la chimiothérapie cytotoxique, traitées au long cours par thérapie ciblée, pour lequel, maintenant, on propose également, il faut faire un dépistage de suivi sur mesure, comme on a évoqué, donc des IRM, des évaluations neuropsychologiques. Bon, en tout cas, c'est un test assez long et c'est pas très facilement disponible dans les CHU et en ville. En tout cas, nous, en consultation, on vérifie que le parcours scolaire se passe bien. On peut quand même évaluer. Puis, Jean et des collègues développent des scores d'évaluation un peu au lit du malade, avec éventuellement des dosages de biomarqueurs qu'on a développés, dont Solène parlera un peu plus loin.